Jacob Ellis empilait des barils de sucre depuis 12 ans lorsque le sol se mit à trembler cette nuit d'octobre 1842. Les énormes tonneaux en bois, chacun pesant 136 kg lorsqu'il était plein, se mirent à rouler sur le plancher du moulin sans qu'aucun travailleur ne les touche. Ils se déplaçaient en parfaite formation, tournant autour des meules comme des danseurs suivant un chef d'orchestre invisible. Les autres ouvriers s'enfuirent dans l'obscurité, leurs cris résonnant à travers les champs de canne à sucre. Au lever du soleil le lendemain, Jacob avait disparu, et ses 20 barils étaient disposés en un cercle parfait autour du moulin. Leur placement était si précis qu'il semblait orchestré par quelque chose de surnaturel, au-delà de la compréhension humaine. Le maître chercha pendant 3 jours, les contremaîtres retournèrent la plantation sens dessus-dessous. Mais Jacob Ellis avait disparu aussi complètement que la brume matinale sur le bayou. Avant de continuer, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement pour me faire plaisir et de me dire dans les commentaires d'où regardez cette histoire. La plantation Beaumont s'étendait sur 8 km² de terre fertile de Louisiane, juste au nord de Bâton Rouge, là où le Mississippi serpentait à travers les terres comme un reptile endormi. Randolph Beaumont hérita du domaine de son père en 1838, avec 63 esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre du lever au coucher du soleil jusqu'aux étoiles qui apparaissaient dans le ciel nocturne humide. La maison de la plantation comptait 3 étages, avec des colonnes blanches étincelantes au soleil, un monument à la richesse construit sur le dos de ceux qui n'y entreraient jamais autrement que comme serviteurs. Jacob Ellis arriva à la plantation Beaumont en 1830. Il avait été acheté aux enchères à la Nouvelle-Orléans pour 8 cents $. Il avait alors 20 ans, grand et solidement bâti, avec des mains capables de tenir une hache des heures sans se fatiguer. Sa mère avait été vendue lorsqu'il avait 14 ans. Son père était mort d'épuisement dans un champ de riz en Caroline du Sud. Et Jacob portait le poids de leur absence dans la manière silencieuse dont il traversait le monde. Il parlait rarement, à moins qu'on ne lui adresse la parole, gardant ses pensées derrière des yeux sombres qui semblaient regarder au-delà du présent vers quelque chose de lointain et d'incompréhensible. Le moulin à sucre fonctionnait d'octobre à janvier, la saison des moulins, lorsque la canne devait être transformée avant de se gâter. Ces 4 mois transformaient la plantation en un royaume de travail sans fin, où les esclaves dormaient à peine 3 ou 4 par nuit, leur corps passant de l'épuisement à une sorte de rêve éveillé. Le bâtiment du moulin se tenait près du fleuve, une structure en bois avec une haute cheminée en briques crachant de la fumée noire dans le ciel. À l'intérieur, les meules écrasaient les tiges de canne et le jus coulait dans des chaudrons en cuivre chauffés par de puissants feux. L'air était saturé de l'odeur sucrée du sucre en ébullition, mêlée à celle de la sueur de corps poussés au-delà de leurs limites. Jacob travaillait dans la salle des barils où le sucre fini était stocké dans d'énormes tonneaux en bois qui seraient chargés sur des bateaux à vapeur et expédiés vers les marchés de Louisville, Pittsburgh et Cincinnati. Chaque baril devait être rempli avec précision, scellé hermétiquement, puis roulé en position pour le stockage. Le travail demandait force et attention, car un baril tombé pouvait répandre des centaines de kilos de sucre précieux sur le sol. Jacob accomplissait ses tâches sans se plaindre, se mouvant avec la précision mécanique de quelqu'un ayant appris à couper la partie de son esprit qui ressentait la douleur, la fatigue ou la colère. Les autres esclaves connaissaient Jacob comme un homme discret. Il vivait dans la 3e cabane depuis l'extrémité des quartiers, une structure aux planches espacées, laissant le vent d'hiver siffler à travers. La nuit, lorsque les autres étaient autour du feu à partager des histoires ou à chanter des chansons apportées d'Afrique par leurs grands-parents, Jacob restait dans sa cabane. Certains disaient qu'il lisait, bien que personne ne savait où il avait appris cette compétence interdite. D'autres prétendaient l'avoir entendu parler seul dans des langues qui ne ressemblaient à aucune parole entendue sur la plantation. Quelques-uns murmuraient que Jacob savait des choses, voyait des choses, comprenait le monde d'une manière qui les effrayait. Marie Duchamp travaillait dans la grande maison comme couturière, ses doigts habiles réparant les vêtements coûteux de la famille Beaumont. Elle avait 35 ans, née sur la plantation, et avait survécu en apprenant à lire l'humeur des Blancs comme les marins lisent la météo. Marie remarquait les détails que les autres manquaient, les petits changements de comportement qui signalent le danger ou l'opportunité. Elle avait observé Jacob pendant des années, curieuse de cet homme grand et silencieux qui semblait exister dans une réalité séparée. Un soir de septembre 1842, Marie apporta à Jacob une chemise qu'elle avait réparée. Le tissu s'était déchiré pendant son travail et elle l'avait recousu avec des points si soignés que la réparation était presque invisible. Jacob accepta la chemise d'un hochement de tête reconnaissant. Marie resta un moment dans l'encadrement de la porte, étudiant l'intérieur sombre. Elle vit des livres, de vrais livres imprimés, empilés contre un mur. Contrebande dangereuse qui aurait pu valoir à un esclave un fouet ou une vente s'ils étaient découverts. Marie ne dit rien sur les livres, mais posa à Jacob une question qui la tourmentait depuis des semaines. « Pourquoi restes-tu si éloigné des autres ? Nous portons tous les mêmes fardeaux ici. »
Jacob la regarda longuement avant de répondre d'une voix basse et prudente. Certains fardeaux sont faits pour être portés seuls. Certaines connaissances créent de la distance, que tu le veuilles ou non. Marie comprit qu'il y révélait quelque chose d'important, bien qu'elle ne pût en saisir toute la portée. Elle quitta la cabane avec plus de questions que de réponses, mais ressentit une étrange certitude. Jacob et Lise ne resteraient pas longtemps à la plantation Beaumont. Comment elle le savait? Elle ne pouvait l'expliquer, mais ce sentiment s'était ancré dans ses os comme un poids de vérité. La saison de broyage commença début octobre et la plantation entra dans son rythme brutal de travail constant. Les esclaves coupaient la canne sous le soleil brûlant, la chargeaient sur des charrettes, la faisaient passer dans les meules. Le moulin fonctionnait 24 heures sur 24 avec des rotations de travailleurs si rapides que les quarts se confondaient dans un cycle épuisant. Le sommeil devenait quelque chose de volé en courts instants, quelques heures d'inconscience avant que le corps du contremaître ne les réveille. Les blessures étaient courantes. Un homme nommé Abraham perdit 2 doigts dans les meules dès la première semaine. Une femme, Rebecca, s'effondra d'épuisement et mourut 3 jours plus tard. Son corps avait simplement abandonné sous des exigences impossibles. Jacob travaillait de nuit dans la salle des barils, empilant les tonneaux lourds au fur et à mesure qu'ils étaient remplis de sucre. Il travaillait avec 4 autres hommes. Daniel, qui travaillait les barils depuis 15 ans et connaissait toutes les astuces pour déplacer les charges lourdes. Benjamin, un jeune homme dont la force était légendaire. Isaac, qui chantait en travaillant, sa voix couvrant le bruit du moulin. Et Moïse, un homme plus âgé qui bougeait lentement mais ne faisait jamais d'erreur. Les 5 hommes avaient développé un rythme, un schéma de mouvement qui leur permettait de travailler efficacement, malgré leur épuisement. Ils communiquaient par gestes et par mots brefs, réservant leur énergie pour le travail physique. La salle des barils était chaude même la nuit, la chaleur des chaudrons irradiant à travers les murs. La sueur coulait sur leurs visages, trempait leurs vêtements, rendant les manches en bois de leurs outils glissantes et dangereuses. Dans la nuit du 17 octobre, Jacob arriva au moulin pour son quart et ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air semblait différent, chargé d'une énergie qui fit dresser les poils de ses bras. Les autres hommes la ressentirent aussi, bien qu'ils ne puissent expliquer ce qui avait changé. Daniel mentionna que les barils semblaient plus lourds que d'habitude, comme si le bois lui-même avait pris du poids. Benjamin se plaignit d'un mal de tête, d'une pression derrière les yeux qui ne s'atténuait pas. Isaac cessa de chanter, sa bonne humeur habituelle remplacée par un silence nerveux. Jacob continua son travail, mais son esprit était ailleurs. Depuis quelques nuits, il faisait des rêves vifs pendant ses brèves heures de sommeil. Dans ses rêves, il se voyait marcher dans les champs de canne à sucre la nuit, suivant des chemins inexistants en plein jour. Il rencontrait des gens de son passé, sa mère et son père apparaissant jeunes et entiers, lui parlant de voix étrangement résonnantes. Les rêves se terminaient toujours de la même manière. Jacob se tenait au bord du fleuve, regardant l'eau sombre s'écouler, tandis que quelque chose d'énorme bougeait sous la surface. Vers minuit, le contremaître quitta le moulin pour vérifier les équipes de coupe dans les champs éloignés. Cela laissa les esclaves brièvement sans surveillance, un moment rare où ils pouvaient respirer sans sentir un regard sur eux. Daniel s'étira, grognant sous la douleur dans ses muscles. Benjamin s'assit sur un baril, essuyant la sueur de son visage. Isaac but de l'eau d'une cruche en argile, le liquide à peine frais pour sa gorge asséchée. Moïse se tenait près de la porte, regardant l'obscurité au-delà du moulin. « Jacob, ça va ?» demanda Moïse, son visage buriné se plissant d'inquiétude. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Jacob ne répondit pas immédiatement. Il fixait le baril empilé contre le mur du fond, 20 barils disposés en 4 rangées de 5. Quelque chose dans leur position le dérangeait, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Il semblait faux, comme s'ils attendaient quelque chose. La température dans la salle des barils chuta soudainement. Les 5 hommes la ressentirent. Un froid balayait l'espace malgré la chaleur des chaudrons voisins. Leur souffle se mit à se condenser dans l'air, impossible dans l'humidité de Louisiane. Daniel se leva rapidement, les yeux grands ouverts de peur. Benjamin recula devant les barils, sa force légendaire soudain inutile face à l'étrangeté qui remplissait la pièce. Puis les barils commencèrent à bouger. Le premier roula lentement en avant, ses flancs en bois émettant un grondement profond contre le sol. Puis un autre bougea, puis un autre, jusqu'à ce que les 20 barils roulent à travers la salle sans que personne ne les touche. Ils se déplaçaient avec un but, s'arrangeant en un motif qui défiait toute logique. Les esclaves regardaient, figés de terreur, tandis que les barils formaient un cercle au centre de la pièce. Chacun s'arrêtait à la position exacte pour créer une forme géométrique parfaite. « Mon Dieu !» murmura Isaac, la voix tremblante. « Quelle sorcellerie est-ce là ?» Daniel courut vers la porte, sa peur surpassant toute inquiétude quant à la punition pour avoir quitté son poste. Benjamin le suivit,
puis Isaac, leurs pas frappant le sol en bois. Moïse hésita, regardant Jacob qui restait debout au même endroit, observant les barils avec une expression qui n'était ni tout à fait de la surprise, ni tout à fait de la reconnaissance. « Jacob, allez !» cria Moïse. « Il faut qu'on s'en aille d'ici. » Mais Jacob ne bougea pas. Il s'approcha du cercle de barils, ses yeux suivant leur arrangement. Le motif signifiait quelque chose. Il le sentait. Ce n'était pas un mouvement aléatoire, ni chaos ou destruction. C'était un message, un signe écrit dans le bois, dans la physique et dans quelque chose qui dépassait le monde naturel. L'air au-dessus des barils se mit à scintiller comme la chaleur montant d'un sol brûlé par le soleil. Jacob vit des formes se former dans ce scintillement, des figures semblant exister entre visibilité et invisibilité. C'étaient des gens, réalisait-il, ou la mémoire de gens, ou le potentiel de gens pas encore nés. Ils se déplaçaient autour du cercle, leurs formes vacillant entre l'existence et l'absence. Et Jacob comprit avec une clarté soudaine qu'il voyait quelque chose que la plupart des gens ne verraient jamais. Un aperçu des couches de la réalité qui existaient au-delà de la perception ordinaire. Une des figures se solidifia davantage, devenant suffisamment claire pour que Jacob en distingue les traits. C'était une femme, grande et digne, les cheveux enveloppés dans un tissu coloré. Elle le regardait directement, ses yeux portant une connaissance ancienne. Et lorsqu'elle parla, sa voix ne venait pas de ses oreilles, mais de l'intérieur de sa tête. « Tu as porté ce poids trop longtemps, enfant. Ce soir, tu choisis ton chemin. Reste enchaîné et meurs lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce que tu es vraiment. Ou franchis la porte qui ne s'ouvre qu'une fois, menant à un lieu hors de leur portée. Tu sais ce que tu es. Tu l'as toujours su. Cesse de te cacher. » Jacob sentit des larmes couler sur ses joues, bien qu'il ne s'aperçoive pas qu'il pleurait. Les paroles de la femme frappèrent quelque chose de profond en lui, une vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il savait ce qu'il était, le savait depuis l'enfance, voyant sa mère travailler les racines et les herbes, prononcer des mots dans d'anciennes langues que leur maître ne pouvait comprendre. Il avait hérité de ses dons, de sa connexion aux choses au-delà du monde physique, et il avait passé sa vie adulte à réprimer ses capacités, craignant ce qu'elles pouvaient signifier. La femme sourit et, dans ce sourire, Jacob vit la compassion, l'encouragement et une fierté farouche. Elle leva une main vers le cercle de barils et Jacob comprit que le cercle était plus qu'un motif. C'était une porte, un seuil entre une forme d'existence et une autre. Moses avait couru vers la porte, mais s'était arrêté. Incapable de se résoudre à abandonner Jacob complètement, il regardait tandis que Jacob avançait, marchant au centre du cercle de barils. Le scintillement s'intensifia, devenant un mur de lumière qui obscurcissait Jacob. Moses cria son nom, mais sa voix semblait avalée par la lumière, ne dépassant que quelques mètres. Les barils commencèrent à tourner, faisant lentement le tour de Jacob, augmentant graduellement leur vitesse. Le grondement devint plus fort, plus profond, provoquant une vibration qui secouait tout le bâtiment. Moses sentit le sol trembler sous ses pieds et vit la poussière tomber des poutres au-dessus. Il savait qu'il devrait fuir, s'éloigner de cet événement surnaturel. Mais il resta figé dans l'encadrement de la porte, incapable de détourner le regard des barils tournants et de la lumière qui remplissait désormais tout le centre de la salle. Puis, avec un bruit semblable au tonnerre roulant dans le ciel, tout s'arrêta. Les barils restèrent immobiles dans leur cercle parfait. La lumière disparut. L'air retrouva sa chaleur humide habituelle. Et Jacob et Lys avaient disparu, complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Moïse se tenait dans l'encadrement de la porte, la bouche ouverte, l'esprit peinant à assimiler ce qu'il venait de voir. Il fit un pas prudent dans la salle des barils, puis un autre. Il s'approcha du cercle de barils avec la prudence de quelqu'un qui entre dans la gueule d'un lion. Lorsqu'il atteignit le bord du cercle, il baissa les yeux et ne vit rien. Aucun corps, aucun sang, aucun signe de lutte ou de violence. Juste le sol vide et les barils dans leur disposition précise. Le contremaître revint 20 minutes plus tard, montant son cheval jusqu'au moulin, son fouet enroulé à sa ceinture. Il trouva 4 esclaves blottis à l'extérieur du bâtiment, refusant de rentrer, parlant rapidement de barils se déplaçant seuls, de lumière et de son qui n'appartenait pas à ce monde. Il trouva Moïse debout à l'intérieur, fixant le cercle de barils, et ne trouva aucune trace de Jacob et Lys nus par sur la plantation. Randolph Beaumont arriva à l'aube, réveillé de son lit confortable par le rapport frénétique du contremaître. C'était un homme de 40 ans, bien nourri et satisfait de sa place dans la hiérarchie du monde. L'histoire surnaturelle racontée par les esclaves ne signifiait rien pour lui. Les barils ne bougent pas tout seuls. Les esclaves ne disparaissent pas simplement dans l'air. Il devait y avoir une explication rationnelle,
et cette explication était probablement que Jacob s'était enfui, peut-être avec l'aide des autres travailleurs qui couvraient maintenant son évasion avec ce récit absurde. Fouiller chaque bâtiment de la plantation. Ordonna Beaumont. Inspecter les champs, les berges du fleuve, tous les possibles cachettes. Et si ces 4 travailleurs mentent pour le protéger, ils apprendront ce qu'il advient de ceux qui aident les fugitifs. La recherche continua pendant 3 jours. Des hommes parcoururent les champs de canne à sucre, frappant les tiges avec des bâtons pour débusquer toute personne cachée. Ils fouillèrent les quartiers des esclaves, retournant cabanes et faits personnels à la recherche du moindre indice d'évasion. Ils interrogèrent chaque esclave de la plantation, utilisant intimidation et menaces pour obtenir des informations. Ils ne trouvèrent rien. Jacob Ellis avait disparu aussi complètement que la fumée emportée par le vent. Marie apprit la disparition de Jacob alors qu'elle travaillait dans la grande maison, écoutant les Blancs en discuter pendant le petit déjeuner. Elle ressentit un étrange mélange de peur et de quelque chose qui ressemblait à de la joie. Elle se souvint de sa conversation avec Jacob quelques semaines plus tôt. Ses paroles sur les fardeaux portés seuls et sur le savoir qui crée de la distance. D'une certaine manière, elle ne fut pas surprise qu'il ait trouvé un moyen de dépasser les limites de la plantation, bien que la méthode de son départ défiait toute logique et toute loi naturelle. Cet après-midi-là, alors que la famille Beaumont faisait la sieste pendant la partie la plus chaude de la journée, Marie se glissa jusqu'au moulin. Elle voulait voir le cercle de barils de ses propres yeux, se tenir à l'endroit où Jacob avait été aperçu pour la dernière fois. Le contremaître avait ordonné que les barils soient replacés à leur position normale, mais Marie pouvait encore voir les marques au sol où ils avaient formé leur cercle parfait. Elle s'agenouilla, passant ses doigts sur le bois, et sentit une chaleur qui semblait venir de sous la surface. Alors qu'elle restait accroupie, Marie entendit des pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, prête à expliquer sa présence, et se retrouva face à un vieil esclave nommé Josiah. Il avait 70 ans passés, ses cheveux blancs comme du coton, son corps voûté par des décennies de travail. Josiah parlait rarement, passant ses journées à s'occuper des poules de la plantation, un travail relativement facile compte tenu de son âge. « Tu le sens toi aussi » dit Josiah, sa voix étonnamment forte pour un homme si âgé. L'endroit où la porte s'est ouverte. Marie le regarda, incertaine de savoir comment répondre. Josiah s'avança, ses yeux étudiant les marques au sol avec l'intensité de quelqu'un qui lit un livre. « J'ai déjà vu ça il y a longtemps », continua Josiah. « Une autre plantation, une autre personne, mais le même type d'événement. Certains d'entre nous portent l'ancien savoir, les dons que nos ancêtres ont apportés à travers l'océan. La plupart du temps, ces dons restent cachés, enfouis sous le poids de l'esclavage et de la peur. Mais parfois, quand la pression devient trop grande, quand une personne atteint les limites de ce qu'elle peut endurer, ces dons se manifestent. Ils créent des possibilités qui ne devraient pas exister selon la compréhension du monde des Blancs. » Marie écouta, le cœur battant. « Tu veux dire que Jacob était spécial? Qu'il avait un genre de pouvoir? » Josiah sourit, montrant quelques dents restantes. « Jacob faisait partie des éveillés, dit-il. Une personne qui comprend que la réalité est plus fine que ce que la plupart pensent. Il a appris à voir les espaces entre les choses, les endroits où notre monde touche d'autres royaumes. Et lorsque le moment est venu où il ne pouvait plus supporter d'être enchaîné, il a trouvé un chemin à travers les barils qui bougeaient seuls. Ce n'était pas de la magie comme dans les contes de fées. C'était une volonté concentrée, une intention focalisée, franchissant les barrières entre possible et impossible. » Marie voulait croire cette explication, penser que Jacob s'était vraiment échappé vers un lieu au-delà de l'emprise de Beaumont. Mais le doute s'immisça dans ses pensées. Peut-être que Jacob s'était simplement enfui dans la confusion et que l'histoire surnaturelle n'était qu'une diversion. Peut-être qu'il se cachait quelque part à proximité, attendant l'occasion de se déplacer plus au nord. « Tu ne crois pas » dit Josiah, lisant son expression. « Je comprends. Croire nécessite de faire confiance aux choses invisibles. Et nous avons appris à ne faire confiance à rien que nous ne puissions toucher de nos mains. Mais je vais te dire ceci. J'ai vécu 70 ans, vu des choses qui briseraient ton esprit si je les décrivais. Je sais faire la différence entre un fugitif et un départ. Jacob Ellis est parti dans le sens le plus vrai du terme. Il est sorti de cette version de l'existence pour entrer dans une autre. Qu'il soit vivant ou mort selon nos définitions, je ne peux pas le dire. Mais il est désormais au-delà des maîtres, au-delà de leurs fouets, de leurs chaînes et de leur pouvoir. » Josiah se retourna et s'éloigna, laissant Marie seule avec ses pensées et les marques sur le sol. Elle resta là un moment, essayant de comprendre, avant de retourner à la grande maison et à ses tâches. L'histoire de la disparition de Jacob se répandit au-delà de la plantation Beaumont, portée par les esclaves travaillant comme bateliers sur le fleuve, par ceux envoyés dans les plantations voisines, par quiconque entendait le récit et jugeait qu'il valait la peine d'être répété.
Chaque récit ajoutait de nouveaux détails, des embellissements qui croissaient dans le sol fertile de l'espoir et du désespoir. Certaines versions affirmaient que Jacob s'était transformé en oiseau et était parti en volant. D'autres disaient qu'il était entré dans le fleuve et s'était transformé en poisson, nageant vers le nord pour atteindre la liberté. Quelques-uns insistaient sur le fait qu'il avait été emporté au ciel par des anges, sa souffrance enfin terminée. Les propriétaires blancs de la plantation entendaient ces histoires et les rejetaient comme les superstitions insensées d'un peuple ignorant. Ils augmentèrent les patrouilles le long du fleuve, resserrèrent les restrictions sur les déplacements des esclaves et offrirent des récompenses plus élevées pour la capture des fugitifs. Ils se disaient que Jacob Ellis se cachait quelque part, probablement dans les marais ou les forêts, et qu'il finirait par être capturé et ramené ou tué en tentant de fuir. Mais parmi la population esclave, la disparition de Jacob devint quelque chose de plus significatif qu'une simple évasion d'hommes. Elle devint un symbole de possibilité, un rappel que le système de servitude, qui semblait si permanent et inéluctable, pouvait présenter des faiblesses invisibles aux yeux des puissants. L'histoire offrait aux gens un point d'ancrage dans les moments les plus sombres. Une petite flamme d'espoir dans l'obscurité étouffante. À la plantation Beaumont, la vie reprit son cours avec sa routine brutale. La saison de broyage continuait, exigeant chaque once de force des travailleurs esclaves. Randolph Beaumont remplaça Jacob par un autre homme esclave, plus jeune et plus fort, et s'attendait à ce que le travail continue sans interruption. La salle des barils fonctionnait comme toujours, bien que les travailleurs affectés là-bas rapportaient des sensations étranges la nuit, l'impression d'être observés par des yeux invisibles, des sons sans source. Daniel, qui avait été le premier à fuir la salle des barils cette nuit-là, ne parla jamais de ce qu'il avait vu. Interrogé par d'autres esclaves, il secouait simplement la tête et changeait de sujet. Le souvenir le hantait, envahissait ses rêves, le faisait sursauter au moindre bruit inattendu. Il avait vu quelque chose qui défiait tout ce qu'il comprenait du monde, et son esprit ne pouvait l'accepter pleinement. Benjamin tenta d'expliquer ce qui s'était passé à sa femme, Clara, qui travaillait dans les champs. Il décrivit les barils qui bougeaient seuls, l'air froid, la lumière entourant Jacob. Clara écouta sans interrompre, puis dit quelque chose qui resta gravé dans l'esprit de Benjamin pendant des années. Peut-être que certaines personnes sont destinées à briser les règles que tous les autres doivent suivre. Peut-être que c'est ainsi que le changement commence. Une chose impossible à la fois. Isaac incorpora l'histoire dans ses chants, créant des couplets sur un homme qui traversait des murs de bois et disparaissait dans la lumière. Il chantait doucement, veillant à ce que les contremaîtres n'entendent pas, et d'autres esclaves reprenaient la mélodie, la portant à travers la plantation et au-delà. Moïse ne raconta jamais toute la vérité de ce qu'il avait vu. Il garda le souvenir de cette nuit enfermée en lui, le repassant dans sa tête pendant les longues heures de labeur. Il pensait à la femme qui était apparue dans la lueur au-dessus des barils, à la figure qui semblait parler directement à Jacob. Il se demandait s'il avait vraiment vu ou si la peur et l'épuisement avaient créé une hallucination. Quoi qu'il en soit, le souvenir restait vif, refusant de s'estomper malgré les semaines écoulées. L'hiver arriva, apportant des pluies froides qui transformèrent les chemins de terre en boue. La saison de broyage prit fin en janvier, et le rythme du travail ralentit à quelque chose de presque supportable. Les esclaves purent rattraper leur sommeil, réparer leurs vêtements usés et tenter de récupérer des mois brutaux de labeur constant. Le moulin resta silencieux, les meules immobiles, les chaudières froides, attendant le prochain octobre, lorsque tout le cycle épuisant recommencerait. Marie continua à travailler dans la grande maison, son aiguille et son fil créant des points parfaits sur des tissus coûteux. Elle pensait souvent à Jacob, se demandant où il se trouvait, s'il était en sécurité, si Josia avait raison lorsqu'il disait qu'il avait franchi un autre royaume de l'existence. Elle retourna une fois dans la cabane de Jacob après sa disparition, glissant à l'intérieur lorsqu'aucun regard n'était sur elle. Les livres avaient disparu, retirés par quelqu'un, peut-être le contremaître, cherchant des preuves. L'espace semblait vide, abandonné, ne contenant aucune trace de l'homme qui y avait vécu. Le printemps arriva avec son explosion de verdure, la canne à sucre poussant haute dans la terre fertile. La plantation Beaumont poursuivit ses opérations, profitable et efficace selon les standards de l'époque. Randolph Beaumont ne parla jamais de Jacob Ellis après la première semaine de recherche, rejetant l'incident comme une petite contrariété dans la gestion de sa plantation. Il avait déjà perdu des esclaves par la mort ou la fuite, et il en perdrait encore. Telle était la nature de l'institution à laquelle il participait sans aucun questionnement moral. Mais l'histoire ne mourut pas. Elle survécut dans la mémoire de ceux qui avaient été témoins des événements de cette nuit d'octobre et dans les récits qui se propagèrent à travers la Louisiane et au-delà. Elle devint une partie de la tradition orale transmise de génération en génération, modifiée et façonnée par les besoins de ceux qui la racontaient.
Certaines versions conservaient les éléments surnaturels, présentant Jacob comme un homme doté de pouvoirs spéciaux, capable de transcender les limites physiques de l'esclavage. D'autres versions faisaient de lui simplement un fugitif ingénieux, utilisant la confusion et la diversion pour couvrir sa fuite. Les années passèrent. Les années 1840 cédèrent la place aux années 1850 et les tensions autour de l'esclavage s'intensifièrent à travers la nation. Les arguments qui mijotaient depuis des décennies atteignirent un point d'ébullition, et chacun savait qu'un certain règlement était imminent. Dans les quartiers des esclaves des plantations du Sud, les gens murmuraient à propos du changement à venir, d'un futur où les chaînes se briseraient enfin. L'histoire de Jacob Ellis apparaissait souvent dans ces conversations murmurées, un exemple de libération obtenue par des moyens que les maîtres ne pouvaient contrôler ou empêcher. Daniel mourut en 1853, son corps cédant après des décennies de travail brutal. Sur son lit de mort, entouré de sa famille, il parla enfin de ce qu'il avait vu dans la salle des barils cette nuit d'octobre. Il décrivit les barils se mouvant d'une manière impossible, l'air glacé, la lumière qui engloutissait Jacob tout entier. Il leur dit que dans son dernier souffle, il voulait qu'ils connaissent la vérité. Il avait été témoin de quelque chose de miraculeux, quelque chose qui prouvait que les maîtres n'avaient pas un pouvoir total sur eux. Il existait dans le monde des forces au-delà de leur compréhension, et parfois ces forces rangeaient du côté des esclaves plutôt que des maîtres. Benjamin vécut plus longtemps, survivant jusqu'après la fin de la guerre de sécession et l'émancipation. Dans sa vieillesse, il s'asseyait devant sa petite maison et racontait à quiconque voulait écouter la nuit où Jacob Ellis disparut. À ce moment-là, l'histoire avait pris la dimension d'un mythe, les détails lissés et façonnés par d'innombrables récits. Mais l'essentiel demeurait. Un homme enchaîné avait trouvé un chemin vers la liberté par des moyens défiant la loi naturelle, offrant ainsi l'espoir à des milliers d'autres qui entendaient son histoire. Les chants d'Isaac se répandirent bien au-delà de la plantation Beaumont. D'autres esclaves apprirent les mélodies et les paroles, les adaptant à leur propre situation, ajoutant des couplets sur leurs propres pertes, leurs espoirs et leurs rêves de liberté. Après l'émancipation, certains de ces chants furent collectés par des chercheurs étudiant la musique afro-américaine, et les couplets concernant l'homme disparu dans la lumière furent enregistrés pour les générations futures. Le nom de Jacob Ellis apparut dans ces collections, préservé sous forme imprimée, garantissant que, même si l'homme lui-même se perdait dans l'histoire, le récit de sa disparition perdurerait. Moïse vécut jusqu'en 1868, mourant paisiblement dans son sommeil à l'âge de 61 ans. Dans les années suivant l'émancipation, il devint connu comme conteur, quelqu'un qui conservait les souvenirs de l'esclavage afin que les générations futures comprennent ce que leurs ancêtres avaient enduré. Il raconta de nombreuses histoires, mais aucune ne captivait autant l'imagination des gens que le récit de Jacob Ellis et des barils qui bougeaient seuls. Moïse terminait toujours l'histoire de la même façon, par une question. Jacob s'était-il échappé par des moyens humains, se faufilant dans la confusion et rejoignant le nord grâce à son astuce et son courage? Ou quelque chose d'incompréhensible était-il intervenu, ouvrant une porte qui n'aurait jamais dû exister, permettant à un homme souffrant de franchir un royaume hors de portée des maîtres? La réponse, disait Moïse, importait moins que le fait que la question puisse être posée. Marie survécut jusqu'au début des années 1870, vivant assez longtemps pour voir ses petits-enfants naître dans la liberté. Elle n'oublia jamais Jacob Ellis, l'homme discret qui gardait des livres cachés dans sa cabane et semblait exister dans sa propre réalité séparée. Dans ces dernières années, lorsque sa vue déclinait et que ses mains ne pouvaient plus tenir une aiguille et du fil, elle racontait parfois son histoire à ses petits-enfants. Elle décrivait sa manière de se mouvoir, délibérée et déterminée, comme si chaque action faisait partie d'un plan plus vaste, invisible aux autres. Elle parlait des marques sur le sol du moulin où les barils avaient été disposés en cercle parfait, des traces qui restèrent visibles pendant des années jusqu'à ce que le bâtiment soit démoli. Et elle leur disait qu'elle croyait vraiment, que Jacob avait trouvé une sortie que personne d'autre ne pouvait suivre, un chemin qui ne s'ouvrait que pour lui parce qu'il possédait des connaissances et des capacités dépassant la compréhension humaine ordinaire. La plantation Beaumont continua à fonctionner jusqu'à ce que la guerre de sécession perturbe l'économie du Sud. Randolph Beaumont mourut en 1864, sans jamais connaître la défaite confédérée ni la fin de l'esclavage. Ses enfants tentèrent de maintenir la plantation après la guerre, en embauchant d'anciens esclaves comme travailleurs salariés, mais le modèle économique ne fonctionnait plus. En 1875, la propriété fut vendue et divisée, la grande maison abandonnée, le moulin à sucre démoli pour récupérer ses matériaux. Les terres redevinrent agricoles, mais la richesse et le pouvoir immense que la famille Beaumont avait exercé disparurent, emportés par les vagues de l'histoire. À la fin du XX et au début du XX siècle, des folkloristes et historiens commencèrent à collecter des histoires provenant d'anciens esclaves, cherchant à préserver leurs expériences et traditions avant que la génération ayant vécu l'esclavage ne disparaisse.
L'histoire de Jacob Ellis apparut dans plusieurs de ses collections, généralement présentée comme un exemple de folklore surnaturel de l'époque de l'esclavage. Les chercheurs académiques débattaient pour savoir si ces récits reflétaient de réelles croyances ou n'étaient que des contes divertissants pour passer le temps. La plupart concluaient à cela dernier point, rejetant les éléments surnaturels comme fantaisie. Mais parmi les communautés afro-américaines de Louisiane et au-delà, l'histoire conservait sa puissance. Elle apparaissait dans les sermons d'église comme une allégorie de transcendance spirituelle. Elle se retrouvait dans la littérature, inspirant poèmes et romans sur la quête de liberté et le pouvoir de la foi. Elle devint un patrimoine culturel, un récit reliant les gens à leurs ancêtres et rappelant la force et la résilience qui avaient permis à leur peuple de survivre à des siècles d'oppression. Au milieu du XX siècle, durant le mouvement des droits civiques, l'histoire de Jacob Ellis connut un renouveau. Les activistes cherchant des exemples historiques de résistance à l'oppression s'inspirèrent des récits d'esclaves ayant refusé d'accepter leur servitude, ayant trouvé des moyens de résister tant par des moyens pratiques que spirituels. Les circonstances mystérieuses de la disparition de Jacob devinrent secondaires face à ce qu'il représentait, un individu ayant rejeté les définitions et limites imposées par un système injuste. Des historiens recherchant les archives des plantations de Louisiane dans les années 1960 et 1970 trouvèrent des mentions éparses de Jacob Ellis dans les documents familiaux, Beaumont désormais, conservés dans des archives universitaires. Il y avait des reçus de son achat en 1830, des entrées dans les registres de comptes notant ses différentes affectations, et une brève annotation concernant sa disparition en octobre 1842. Le registre officiel le listait comme fugitif, avec une récompense de $100 pour sa capture et son retour. Aucune mention de baril se mouvant seul, de lumière surnaturelle ou de quoi que ce soit allant au-delà d'une simple fuite. Pourtant, l'absence de documentation officielle sur les éléments miraculeux n'affaiblissait pas son importance culturelle. L'histoire avait pris vie, existant dans le domaine de la mémoire collective et de la tradition partagée plutôt que dans l'histoire écrite. Elle appartenait à ceux qui la racontaient et la retransmettaient, trouvant un sens dans son mystère et un espoir dans la suggestion que l'impossible pouvait parfois devenir possible. Au début du XX siècle, une descendante de Moïse, une femme nommée Jennifer Washington, s'intéressa à son histoire familiale et commença à rechercher ses ancêtres. Elle retrouva Moïse dans les recensements et dans des collections de récits d'anciens esclaves. Elle découvrit ces histoires sur Jacob Ellis et fut fascinée par le récit. Jennifer visita le site de l'ancienne plantation Beaumont, désormais partiellement recouvert par un développement suburbain et partiellement retourné à la forêt. Elle parcourut les terres où son arrière-arrière-arrière-grand-père avait travaillé, essayant d'imaginer le monde qu'il avait connu. À l'endroit où se trouvait autrefois le moulin à sucre, maintenant un simple champ vide avec quelques fondations visibles sous l'herbe, Jennifer ressentit une sensation étrange. L'air semblait chargé d'énergie, vibrant de fréquences qu'elle ne pouvait pas totalement percevoir mais qu'elle sentait malgré tout. Elle resta là longtemps, pensant à Jacob Ellis et à sa mystérieuse disparition. Aux travailleurs esclaves qui avaient été témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, et à la façon dont les histoires survivent à travers les générations lorsqu'elles touchent quelque chose d'essentiel dans l'esprit humain. Jennifer écrivit un livre sur ses recherches, publié par une petite maison spécialisée dans l'histoire afro-américaine. Dans ce livre, elle présenta plusieurs interprétations de la disparition de Jacob Ellis. L'explication rationnelle selon laquelle il s'était échappé dans la confusion et avait rejoint le Nord, possiblement aidé par le chemin de fer clandestin, et l'explication surnaturelle selon laquelle il possédait des capacités dépassant la compréhension humaine normale et les avait utilisées pour transcender les barrières physiques de l'esclavage. Et une troisième possibilité, celle que Jennifer trouvait la plus convaincante. La vérité contenait des éléments à la fois rationnels et surnaturels, que Jacob avait été un homme réel avec des connaissances pratiques, qui comprenait également des forces spirituelles que ses maîtres considéraient comme des superstitions, et qu'il avait utilisé les deux types de savoir pour obtenir sa liberté. Le livre trouva un public modeste, principalement parmi les universitaires et les personnes intéressées par le folklore afro-américain. Mais l'histoire qu'il racontait continua de se diffuser, portée désormais par Internet et les réseaux sociaux, touchant des personnes à travers le monde qui trouvaient de l'inspiration dans le récit d'un homme qui refusait d'accepter ses chaînes. Aujourd'hui, l'histoire de Jacob Ellis existe sous de multiples formes et versions. Elle apparaît dans des articles académiques analysant le folklore surnaturel du sud des États-Unis. Elle se retrouve dans des romans et des films qui dramatisaient les expériences des esclaves. Elle est racontée dans les salles de classe enseignant l'histoire de l'esclavage et de la résistance. Elle vit dans la mémoire des descendants des esclaves, transmise à travers les récits et traditions familiales. Et elle continue d'évoluer, chaque nouvelle génération ajoutant ses propres interprétations et significations au récit central.
La vérité sur ce qui est arrivé à Jacob Ellis dans ce moulin à sucre lors d'une nuit d'octobre 1842 demeure inconnaissable. S'est-il échappé par courage et ingéniosité humaine, se faufilant dans le chaos et la confusion? Est-il mort quelque part dans la nature, son corps jamais retrouvé, devenant une autre victime anonyme de la brutalité de l'esclavage? Ou quelque chose de véritablement extraordinaire s'est-il produit? Un moment où les règles normales de la réalité se sont pliées ou brisées, permettant à un homme souffrant de franchir une porte vers un ailleurs. Peut-être que la question elle-même manque le point essentiel. La puissance de l'histoire de Jacob réside non pas dans la vérification de sa précision factuelle, mais dans ce qu'elle révèle sur le besoin humain d'espoir et de transcendance face à l'oppression écrasante. Les esclaves qui ont d'abord raconté cette histoire avaient besoin de croire que leur servitude n'était pas absolue, que des forces existaient dans l'univers que leur maître ne pouvait contrôler, que la liberté pouvait survenir par des moyens inattendus. Leurs descendants avaient besoin d'une assurance similaire, que les injustices qu'ils subissaient n'étaient ni permanentes ni inévitables, que le changement était possible même lorsqu'il semblait impossible. L'histoire de Jacob Ellis et des barils qui bougeaient seuls nous rappelle que l'histoire est plus que des dates et des documents, que la vérité complète du passé inclut les récits que les gens se racontaient pour survivre, les mythes et légendes qui portaient leurs espoirs et leurs rêves. Elle nous rappelle que parfois, les vérités les plus importantes ne peuvent pas être prouvées par des preuves et la logique, mais doivent être ressenties, crues et transmises à travers les générations. Aujourd'hui, en Louisiane, si vous visitez l'endroit où se trouvait autrefois la plantation Beaumont, vous ne trouverez aucun repère historique commémorant Jacob Ellis. Il n'existe ni monument ni musée préservant son histoire. Les champs de canne à sucre ont été remplacés par d'autres usages. La maison de la plantation a été démolie depuis longtemps. Les quartiers des esclaves ont disparu sans laisser de traces. Mais l'histoire perdure, vivante dans les livres et les articles, dans les conversations, dans la mémoire de ceux qui se disent descendants des témoins, dans les traditions orales qui refusent de mourir, peu importe le temps qui passe. Et certaines nuits d'octobre, lorsque l'humidité est épaisse dans l'air et que l'obscurité semble particulièrement profonde, certains affirment encore ressentir quelque chose d'étrange à l'endroit où le moulin à sucre se tenait autrefois. Ils décrivent une chare dans l'atmosphère, un sentiment de frontière s'amincissant, comme si ce moment ancien de transformation impossible avait laissé une marque permanente sur la réalité elle-même. Ils disent que si vous restez très immobile et écoutez attentivement, vous pourriez entendre le grondement de barils en bois roulant sur un sol qui n'existe plus, se déplaçant selon des motifs défiant la gravité et la logique, tournant autour d'un espace où un homme avait autrefois choisi la liberté plutôt que l'asservissement, par des moyens que personne ne peut complètement expliquer. Des vœux pieux, le fait demeure, l'histoire de Jacob Ellis continue de résonner plus de 180 ans après sa disparition. Elle parle à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Le désir de libération, le refus d'accepter l'injustice comme permanent, la foi que parfois, contre toute attente et toute logique, l'impossible devient possible. Les barils ont roulé seuls cette nuit d'octobre et Jacob Ellis a disparu dans le mystère. Qu'il ait trouvé la liberté dans le Nord, qu'il soit mort dans sa tentative, ou qu'il ait franchi une porte surnaturelle vers un royaume au-delà de notre compréhension, nous ne pouvons le savoir avec certitude. Mais ceci est certain, son histoire a donné de l'espoir à ceux qui en avaient désespérément besoin, et elle continue d'inspirer ceux qui l'entendent aujourd'hui. C'est le vrai miracle. Non pas les barils mouvants ou les lumières mystérieuses, mais le pouvoir durable d'un refus, celui d'un homme de ne pas rester lié. Et la façon dont ce refus résonne à travers les siècles, rappelant à tous que la dignité humaine et le désir de liberté ne peuvent être complètement supprimés par aucun système d'oppression. Jacob Ellis a vécu, il a souffert, il a résisté, et il s'est affranchi par tous les moyens à sa disposition. Son histoire appartient à tous ceux qui se sont sentis piégés par des circonstances hors de leur contrôle, à tous ceux qui ont rêvé de briser les chaînes visibles et invisibles, à tous ceux qui ont cru que le monde contient plus de possibles que ce que nous pouvons voir, toucher ou prouver. C'est une histoire sur les limites du pouvoir et la nature illimitée de l'espoir, sur la façon dont les gens survivent à des circonstances terribles en créant et partageant des récits qui leur permettent d'imaginer des futurs différents. Le moulin à sucre a disparu. La plantation a disparu. Les témoins de la disparition de Jacob sont morts depuis longtemps, mais l'histoire reste vivante, changeante, croissante, refusant d'être silencieuse, oubliée. Cette persistance, ce refus, peut être la plus grande preuve qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette nuit d'octobre 1842. Quelque chose qui a touché la vie de tous ceux qui en ont entendu parler et continue de toucher des vies aujourd'hui. Les barils ont roulé seuls et un homme est entré dans la lumière et a disparu. Et le souvenir de ce moment impossible se propage à travers le temps, rappelant que parfois, juste parfois, les murs qui semblent si solides et permanents sont moins substantiels qu'on ne le pense et que la liberté trouve un chemin,
même lorsque tous les chemins logiques sont bloqués. C'est l'histoire de Jacob Ellis, l'esclave qui disparut de la plantation Beaumont lorsque les barils de sucre roulèrent en cercle parfait, et que les lois ordinaires de la réalité se plièrent juste assez pour laisser passer une âme souffrante dans le mystère. Que vous croyez que cela est arrivé ou que vous l'interprétiez comme une métaphore et un symbole, la vérité essentielle demeure inchangée. Jacob refusa d'accepter son esclavage. D'une manière ou d'une autre, il se libéra. Son courage, qu'il fût réel ou légendaire, pratique ou surnaturel, vit en chaque personne qui entend son nom et se demande ce qui s'est réellement passé cette nuit d'octobre d'autrefois, quand l'impossible devint brièvement possible. Et un homme saisit sa chance de s'échapper de la portée de ceux qui prétendaient le posséder. La fin de l'esclavage arriva en Amérique, bien que Jacob ne vécut pas pour la voir au sens conventionnel. L'institution qui semblait si permanente et inébranlable s'effondra, détruite par la guerre, l'éveil moral et la pression incessante de ceux qui refusaient de l'accepter comme naturel ou inévitable. Les maîtres perdirent leur pouvoir. Les esclaves devinrent libres et un nouveau monde émergea des cendres de l'ancien. Dans ce nouveau monde, l'histoire de Jacob Ellis prit une signification supplémentaire, devenant non seulement le récit de l'évasion d'un homme, mais une parabole sur la libération plus large qui finit par toucher tout son peuple. Aujourd'hui, lorsque l'on raconte l'histoire de Jacob Ellis et des barils qui bougeaient seuls, on fait plus que relater des événements historiques ou partager du folklore. On entretient un lien vivant avec les ancêtres qui ont survécu à des épreuves inimaginables, honorant la créativité et la résilience qui ont permis aux esclaves de préserver leur humanité et leur espoir face à la déshumanisation systématique. On affirme que le récit historique officiel, centré sur les puissants et les figures en vue, ne capture pas la vérité complète du passé. On revendique de la place pour les histoires des gens ordinaires ayant accompli des choses extraordinaires, dont la vie comptait alors et compte encore aujourd'hui, dont les luttes et les triomphes méritent d'être rappelés et honorés. Le mystère du sort de Jacob Ellis ne sera peut-être jamais définitivement résolu et peut-être est-ce approprié. Certaines questions ont plus de valeur en étant posées qu'en étant répondues. Certains mystères sont plus puissants en restant mystérieux. Jacob marcha dans la lumière et disparut, et en disparaissant devint immortel. Son histoire vit pour toujours dans l'imagination et la mémoire de ceux qui ont besoin de croire que la liberté est toujours possible, que l'oppression n'a jamais le dernier mot, que l'esprit humain possède des ressources au-delà de ce que les tyrans peuvent comprendre ou contrôler. Les barils roulèrent, Jacob disparut, et l'histoire continue, portant le message essentiel que ces 20 tonneaux en bois avaient inscrit dans leur cercle impossible cette nuit d'octobre 1842. L'asservissement n'est pas le destin, les murs peuvent être franchis, et parfois l'univers lui-même semble conspirer pour aider ceux qui refusent d'accepter l'injustice. Le courage d'une seule personne peut faire onduler les siècles, inspirant d'innombrables autres à croire des possibles dépassant la raison ou l'atteignable. Tel est l'héritage de Jacob Ellis, et il perdure tant que son histoire continue d'être racontée. Les mois suivant la disparition de Jacob apportèrent des changements à la plantation, Beaumont que personne n'aurait pu prévoir. Le premier signe apparut 3 semaines après cette nuit d'octobre, lorsque le nouvel ouvrier assigné pour remplacer Jacob dans la salle des barils refusa d'entrer dans le bâtiment après le coucher du soleil. L'homme, nommé Cornelius, avait travaillé dans des plantations toute sa vie et se considérait pratique et inébranlable. Mais quelque chose dans la salle des barils le déstabilisait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il dit au contremaître que l'air était étrange, que les ombres bougeaient indépendamment des sources de lumière, qu'il entendait des murmures dans des langues qu'il ne reconnaissait pas. Le contremaître répondit avec la brutalité prévisible, utilisant son fouet pour imposer l'obéissance. Cornelius travailla dans la salle des barils pendant 2 nuits sous la menace de punitions plus sévères. Mais la 3e nuit, il s'effondra pendant son service, son corps se saisissant de convulsions que les soins médicaux de fortune de la plantation ne pouvaient expliquer ni traiter. Il mourut 3 jours plus tard, ses derniers mots étant un avertissement de rester loin de l'endroit où les barils avaient bougé. La communauté des esclaves prit note. Ils avaient vu des gens mourir d'épuisement, de blessures ou de maladies. Mais Cornelius était en bonne santé et fort. Sa mort semblait liée à la disparition de Jacob. Une autre preuve que quelque chose de surnaturel s'était produit dans ce bâtiment. Face à la réticence croissante des esclaves à entrer dans la salle des barils la nuit, Randolph Beaumont prit une décision reflétant à la fois sa nature pragmatique et son rejet total des explications surnaturelles. Il fit déplacer les opérations de la salle des barils dans un autre bâtiment, plus récent, de l'autre côté du moulin. L'ancienne salle fut convertie en stockage général, utilisée uniquement de jour. Beaumont se dit qu'il s'agissait simplement d'une gestion efficace. Mais les esclaves comprirent la vérité plus profonde. Même le maître qui prétendait avoir une autorité absolue ne pouvait contraindre les gens à travailler dans un lieu marqué par des forces échappant à son contrôle. Marie suivait ces événements avec un intérêt attentif.
Elle était retournée à plusieurs reprises dans la cabane abandonnée de Jacob, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. L'espace restait vide, dépouillé des quelques possessions accumulées par Jacob. Mais Marie remarquait des détails que d'autres ne voyaient pas, des traces de griffures sur le plancher formant des motifs rappelant le cercle créé par les barils, des taches sur les murs changeant de couleur selon l'angle de la lumière, une odeur persistante ni agréable ni désagréable, mais distinctement autre, comme si la cabane existait partiellement dans une atmosphère différente du reste de la plantation. Un soir de décembre, alors que l'hiver s'installait en Louisiane avec son froid humide, Marie s'assit dans l'ancienne cabane de Jacob et parla à voix haute à l'espace vide. Elle ne savait pas si quelqu'un ou quelque chose pouvait l'entendre, mais les mots sortirent malgré tout, tirés d'un besoin profond de communiquer avec ce qui restait de l'homme disparu. Elle raconta à la pièce vide les changements sur la plantation, la mort de Cornelius, la façon dont on prononçait désormais le nom de Jacob avec un mélange de crainte et de révérence. Elle décrivit comment l'histoire s'était propagée au-delà de la plantation Beaumont, comment les esclaves des propriétés voisines posaient des questions sur ce qui s'était réellement passé, comment même certains Blancs avaient commencé à s'intéresser au récit. Alors que Marie parlait, la température de la cabane chuta sensiblement. Sa respiration formait des nuages dans l'air et elle ressentit la même sensation qu'elle avait éprouvée dans la salle des barils du moulin, ce sentiment de frontières qui s'amincissent, de réalités multiples se pressant les unes contre les autres. Pendant un instant, fugace, elle crut voir une silhouette dans un coin de la cabane, grande, familière dans sa posture, avec des yeux regardant à travers le présent vers des distances invisibles. Puis le moment passa. La température redevint normale, et Marie se retrouva seule, avec seulement la certitude que quelque chose avait reconnu sa présence. La saison de broyage de 1843 commença avec des conditions météorologiques inhabituelles. La pluie tombait alors qu'il aurait dû faire sec. Les températures fluctuaient de manière extrême, et la canne à sucre poussait selon des motifs irréguliers qui déconcertaient même les planteurs expérimentés. Randolph Beaumont attribuait ces anomalies à la variation naturelle, à l'imprévisibilité de l'agriculture. Mais parmi les esclaves, une autre interprétation s'imposa. Il croyait que la terre elle-même avait été affectée par le départ de Jacob, que son passage à travers la porte surnaturelle avait créé des ondulations qui perturbaient encore l'ordre normal des choses. Benjamin, le jeune homme fort qui avait été témoin des barils en mouvement, ne pouvait oublier ce qu'il avait vu. Le souvenir envahissait ses pensées éveillées et dominait ses rêves. Il commença à chercher des esclaves plus âgés, ceux qui avaient vécu suffisamment longtemps pour accumuler des connaissances sur des choses allant au-delà du monde quotidien. Il parla avec des praticiens de racines, des femmes de conjuration et des hommes âgés nés en Afrique qui se souvenaient des traditions d'avant la traversée de l'Atlantique. De ces conversations, Benjamin parvint à une compréhension du monde que les maîtres blancs considéraient comme une superstition primitive, mais qui contenait des concepts philosophiques et spirituels sophistiqués. L'une des personnes que Benjamin consulta fut une vieille femme nommée Abony, vivant dans une plantation voisine mais parfois employée pour ses compétences en guérison. Abony était censée avoir plus de 90 ans, bien que personne ne le sache avec certitude. Elle avait été capturée jeune, dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, et avait survécu au terrible voyage à travers l'Atlantique. Malgré des décennies d'esclavage, elle avait conservé sa connexion aux pratiques spirituelles de sa terre natale, les adaptant au nouveau monde tout en préservant leur puissance essentielle. Lorsque Benjamin décrivit ce qu'il avait vu dans la salle des barils, Abony l'écouta sans l'interrompre, ses yeux profonds fixés sur son visage. Quand il eut terminé, elle hocha lentement la tête et parla en anglais accentué, mêlé de mots de sa langue natale. Elle lui dit que certaines personnes possédaient ce qu'elle appelait la double vue, la capacité de percevoir des couches de réalité invisibles à la plupart. Ces individus vivent souvent des vies difficiles, car ils ne peuvent ignorer aisément la souffrance autour d'eux, la ressentant plus intensément que les autres. Quand une telle personne atteignait son point de rupture, quand le poids de la douleur accumulée devenait insupportable, elle accédait parfois à des pouvoirs qui lui permettaient de remodeler la réalité selon sa volonté. Jacob était une telle personne, dit Abony. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je reconnais sa signature dans ton récit. Il portait le don de ses ancêtres, qu'il le veuille ou non. Et quand le moment vint où il ne pouvait plus rester enchaîné sans se perdre complètement, le don s'activa. Le mouvement des barils n'était pas son action consciente. C'était l'univers répondant à son besoin désespéré, créant la porte dont il avait besoin. Où cette porte menait, je ne peux le dire avec certitude. Peut-être vers la mort, peut-être vers la liberté physique, peut-être vers un lieu entre les mondes où résident les anciens esprits. Mais je peux te dire ceci, son départ n'était ni accident ni tromperie. C'était un passage véritable, une transition d'un état d'être à un autre. Benjamin rapporta les paroles d'Abony à la plantation Beaumont, les partageant avec Clara et quelques autres personnes de confiance.
L'interprétation se répandit dans la communauté esclave, s'intégrant à l'histoire plus large de la disparition de Jacob. Elle fournissait un cadre pour comprendre les éléments surnaturels, les ancrant dans une tradition spirituelle qui précédait l'esclavage et les reliant au savoir ancestral africain. Au fil des années, alors que les années 1840 laissaient place aux années 1850, l'histoire de Jacob Ellis évolua de manière fascinante. De nouveaux détails apparaissaient dans diverses versions, des embellissements servant des objectifs spécifiques selon le contexte. Dans certaines versions, Jacob avait prédit son propre départ, disant aux autres esclaves qu'il allait bientôt partir, mais pas de manière conventionnelle. Dans d'autres, il laissait un message, des mots gravés dans le plancher de sa cabane révélant un savoir caché sur les chemins de la liberté. Quelques récits affirmaient que Jacob avait été visité par des esprits dans les semaines précédant sa disparition, que ces esprits lui avaient enseigné des secrets lui permettant de s'échapper. La vérité derrière ces embellissements était impossible à vérifier, mais cela ne diminuait pas leur puissance. Chaque variation de l'histoire répondait aux besoins de ceux qui la racontaient, offrant espoir, avertissement ou réconfort selon les circonstances. Le récit devenait vivant, s'adaptant à de nouveaux contextes, absorbant de nouvelles significations et restant pertinent malgré le passage du temps. En 1850, un homme autrefois esclave, nommé Frédéric, qui avait acheté sa liberté grâce à des années d'économie tirées de son travail alloué, visita la plantation Beaumont pour des affaires liées à la fabrication de barils. Frédéric avait entendu différentes versions de l'histoire de Jacob Ellis et était curieux de voir l'endroit où les événements mystérieux s'étaient produits. Il réussit à entrer dans l'ancienne salle des barils, se tenant dans l'espace où les barils avaient formé leur cercle parfait. Frédéric écrivit plus tard de cette expérience dans une lettre à un ami, décrivant des sensations qu'il ne pouvait exprimer correctement par des mots. Il se sentit, écrivit-il, comme s'il se trouvait à l'intersection de multiples chemins, comme si la salle existait simultanément dans différents temps. Il entendait des sons sans source, voyait des lumières qui ne projetaient pas d'ombre et ressentait une présence profonde, comme si des entités ni vivantes ni mortes, mais existant dans un état liminal, l'observaient. La lettre de Frédéric parvint finalement aux abolitionnistes du Nord, qui virent dans l'histoire de Jacob Ellis un symbole puissant pour leur cause. Ils publièrent des récits de sa disparition dans leurs journaux et brochures, la présentant souvent comme une preuve d'intervention divine contre l'esclavage. Dieu lui-même suggérait ces récits, intervenait parfois directement pour libérer ses enfants souffrants, et les circonstances surnaturelles de la disparition de Jacob prouvaient que l'esclavage violait les lois naturelles et spirituelles. Cette interprétation servit les objectifs du mouvement abolitionniste, bien qu'elle simplifiât et déformât également l'histoire originale, en supprimant une partie de sa complexité et de son ambiguïté. À la plantation Beaumont, Isaac continua de chanter des chansons sur la disparition de Jacob, mais sa voix portait désormais une qualité différente. La peur initiale s'était transformée en quelque chose de plus proche de la célébration, la reconnaissance que Jacob avait accompli quelque chose de remarquable. Que ce soit par des moyens naturels ou surnaturels, le chant d'Isaac parlait de portes qui s'ouvrent dans des lieux impossibles, de lumière perçant l'obscurité, de chaînes tombant lorsque le courage rencontre l'opportunité. D'autres esclaves apprirent ces chansons et les emportèrent dans différentes plantations, créant un réseau de savoir musical partagé qui aidait à maintenir la communauté et l'espoir parmi la population esclave dispersée et isolée. Marie avait cessé de visiter la cabane abandonnée de Jacob vers 1852, mais elle n'avait jamais oublié les expériences qu'elle y avait vécues. Elle s'était mariée avec un homme nommé Joshua, un forgeron habile qui travaillait à la plantation, et ils avaient eu 3 enfants ensemble. Marie racontait à ses enfants l'histoire de Jacob Ellis, le présentant comme un exemple de quelqu'un qui refusait d'accepter les limites que les autres tentaient d'imposer. Elle ne mettait pas l'accent sur les éléments surnaturels, sans toutefois les nier. Elle se concentrait plutôt sur la détermination silencieuse de Jacob, son auto-éducation à travers des livres interdits, sa capacité à maintenir une vie intérieure que les maîtres ne pouvaient toucher ni contrôler. Une des filles de Marie, une jeune fille nommée Sarah, montrait un intérêt inhabituel pour l'histoire. Elle posait des questions détaillées sur Jacob, voulant savoir à quoi il ressemblait, comment il parlait, quel livre il lisait. Sarah avait hérité de la nature observatrice de sa mère et de l'esprit analytique de son père. Elle abordait l'histoire de la disparition de Jacob comme un puzzle à comprendre plutôt qu'un simple récit à recevoir passivement. À l'âge de 12 ans, Sarah posa à sa mère une question que Marie n'avait jamais envisagée directement. Si Jacob s'était échappé par des moyens surnaturels, s'il avait vraiment franchi une porte vers un autre royaume, cela signifie-t-il que de telles portes existent partout, attendant les personnes qui savent comment les trouver? Marie n'avait pas de réponse, mais la question resta gravée dans son esprit. Elle suggérait des possibilités qu'elle n'avait jamais pleinement envisagées, des implications dépassant la mystérieuse disparition d'un seul homme. Si la réalité était plus flexible qu'il n'y paraissait,
Si les individus déterminés pouvaient parfois plier ou briser des règles qui semblaient absolues, alors peut-être que tout le système esclavagiste était plus vulnérable que quiconque ne l'imaginait. Les maîtres maintenaient leur pouvoir en convainquant que leur autorité était naturelle et incontestable. Mais si cette croyance n'était qu'un mensonge de plus dans une structure entièrement fondée sur des mensonges, la guerre de sécession arriva en 1861 et tout changea. Le système des plantations, qui semblait si permanent, commença à s'effondrer sous la pression du conflit militaire et des perturbations économiques. Les esclaves fuyaient vers les lignes de l'Union dès qu'ils en avaient l'occasion, cherchant la liberté promise par l'avancée des armées. D'autres restaient sur les plantations, attendant de voir comment les événements se dérouleraient, naviguant dans les incertitudes dangereuses d'un monde en transition. Randolph Beaumont était mort à cette époque, et ses fils peinaient à maintenir le contrôle de la plantation avec une main-d'œuvre de plus en plus réticente et une économie en effondrement. Les enfants de Daniel, devenus hommes et femmes adultes au début de la guerre, se souvenaient des récits de leur père sur la nuit où les barils bougeaient. Ils interprétaient l'avancée de l'armée de l'Union comme une version collective de ce que Jacob Ellis avait accompli individuellement, une force massive franchissant des barrières qui semblaient impénétrables, ouvrant des portes verrouillées depuis des générations. La connexion entre libération personnelle et libération politique devint plus claire au cours de ces années, alors que les actes individuels de résistance et de fuite se rejoignaient aux grands mouvements historiques visant à démanteler l'esclavage. Lorsque l'émancipation arriva enfin, mettant fin légalement à l'esclavage, les anciens esclaves de la plantation Beaumont se rassemblèrent pour célébrer leur nouveau statut de personnes libres. Parmi les nombreux sujets abordés lors de ces premiers jours de liberté se trouvait l'histoire de Jacob Ellis. Benjamin, désormais un homme âgé aux cheveux blancs, se tenait devant la foule et racontait l'histoire de cette nuit d'octobre 1842. Il parlait des barils qui bougeaient sans qu'aucune main ne les touche, de l'air froid et de la lumière scintillante, d'un homme marchant vers le mystère et disparaissant complètement. Il disait que Jacob avait été le premier parmi eux à atteindre la liberté, qu'il avait trouvé un chemin là où aucun chemin conventionnel n'existait, et que son courage avait permis de maintenir l'espoir durant les années les plus sombres. La foule écoutait en silence, beaucoup entendant l'histoire pour la première fois, d'autres découvrant des détails familiers rendus nouveaux par le contexte changé. Après que Benjamin eut terminé, une vieille femme se leva. Elle avait travaillé dans la grande maison pendant les années d'esclavage et avait entendu de nombreuses conversations entre Blancs discutant des opérations et problèmes de la plantation. Elle révéla quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Dans les mois suivant la disparition de Jacob, elle avait entendu Randolph Beaumont admettre à sa femme que l'incident l'avait effrayé. Il avait tenté de maintenir ses explications rationnelles, insistant sur le fait que Jacob s'était simplement enfui. Mais dans des moments privés, il avouait que quelque chose dans l'événement l'avait profondément troublé, suggérant l'existence de forces au-delà de son contrôle ou de sa compréhension. Cette révélation ajouta une dimension supplémentaire à l'histoire. Elle confirma que même les maîtres, avec tout le pouvoir et leur certitude, avaient été ébranlés par la disparition de Jacob. Ils avaient senti que leur autorité était remise en question, non seulement par un esclave fugitif, mais par quelque chose de plus fondamental, une démonstration que leur vision du monde était incomplète, que la réalité contenait des possibilités qu'ils n'avaient jamais reconnues. Pour les anciens esclaves qui entendaient cette révélation, cela validait leurs propres interprétations et renforçait la signification de l'histoire comme symbole de résistance et de transcendance. Au fil des années 1870 et 1880, alors que les anciens esclaves et leurs enfants construisaient de nouvelles vies dans la liberté, l'histoire de Jacob Ellis prit encore plus de sens. Elle entra dans les histoires familiales transmises de génération en génération avec autant de soin que les noms et les dates de naissance. Elle apparut dans les sermons des prédicateurs noirs, utilisés pour illustrer des points théologiques sur la foi, l'intervention divine et le triomphe ultime de la justice. Elle inspira des expressions artistiques, depuis les kilts représentant les cercles de barils jusqu'aux compositions musicales tentant de capturer la beauté étrange de cette nuit d'octobre. Les petits-enfants de Moses grandirent en entendant l'histoire directement de l'homme qui l'avait vécue. Ils écoutaient, les yeux écarquillés, tandis que leur grand-père décrivait la porte de la salle des barils, regardant Jacob marcher au centre de ce cercle parfait, voyant la lumière l'envelopper jusqu'à sa disparition. Moses terminait toujours ses récits par la même phrase. « Je ne sais pas où est allé Jacob, mais je sais qu'il n'est plus enchaîné, et ce savoir m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. » Quoi qu'il se soit passé dans cette salle, miracle, mystère ou quelque chose que nos mots ne peuvent décrire, cela prouvait que nos maîtres n'avaient pas le dernier mot sur notre destin. Un des petits-fils de Moses devint enseignant après la guerre, ouvrant une petite école pour enfants noirs dans un bâtiment d'église près de l'ancienne plantation Beaumont. Il intégra l'histoire de Jacob Ellis dans ses leçons sur l'histoire et le courage, l'utilisant pour montrer à ses élèves que leurs ancêtres avaient été ingénieux et forts,
qu'ils avaient trouvé des moyens de résister à l'oppression même dans les circonstances les plus terribles. Les élèves absorbaient ces leçons, les transmettant ensuite dans leur propre vie et, éventuellement, à leurs enfants. Le tournant du siècle apporta de nouveaux défis et de nouvelles formes d'oppression aux communautés noires de Louisiane et du Sud. La brève période de reconstruction prit fin, remplacée par les lois Jim Crow qui imposaient la ségrégation et la privation de droits. La violence contre les Noirs augmenta. Les lynchages devinrent des instruments courants de terreur. Et de nombreux acquis réalisés après l'esclavage furent systématiquement annulés. Dans ce contexte, l'histoire de Jacob Ellis offrait un réconfort différent. Elle rappelait aux gens que leurs ancêtres avaient survécu à pire, que la résistance prenait de multiples formes, que l'espoir pouvait persister même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Un journal noir de la Nouvelle-Orléans publia une version de l'histoire de Jacob en 1902, la présentant comme un exemple du folklore surnaturel qui enrichissait la culture afro-américaine. L'article incluait des interviews de plusieurs personnes âgées affirmant avoir un lien avec les événements originaux, soit en tant que témoins, soit comme enfants de témoins. Ces récits variaient dans les détails, mais s'accordaient sur les éléments essentiels. Un homme nommé Jacob Ellis avait mystérieusement disparu d'une plantation de canne à sucre près de Bâton Rouge en 1842, et sa disparition impliquait le mouvement inexplicable de l'eau baril ainsi que des rapports de lumière et de sons inhabituels. La publication de cet article porta l'histoire à un public plus large, y compris des universitaires qui commençaient à étudier sérieusement la culture et le folklore afro-américain. Plusieurs chercheurs se rendirent en Louisiane pour enquêter sur l'histoire. En interrogeant des descendants d'anciens esclaves de la plantation Beaumont et en examinant les rares documents existants, ils trouvèrent suffisamment de preuves pour confirmer qu'un certain Jacob Ellis avait effectivement été esclave sur la plantation et avait disparu en octobre 1842, bien que les éléments surnaturels restassent non vérifiables selon les normes académiques. Dans les années 1920 et 1930, l'histoire parut dans des collections de folklore du Sud et de récits de fantômes, souvent présentés aux côtés d'autres histoires de disparitions mystérieuses et d'événements surnaturels. Ces collections atteignirent un public bien au-delà des communautés noires, introduisant Jacob Ellis à des lecteurs blancs qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de son histoire autrement. La transmission interculturelle déforma parfois les significations originales, retirant l'histoire de son contexte d'esclavage et de résistance, mais elle assura également la survie et la pertinence continue du récit. Sarah, la fille de Marie qui avait posé la question perspicace sur l'existence possible de Port-Partout, vécut jusqu'en 1938. Dans ces dernières années, elle devint connue comme gardienne d'histoire, quelqu'un qui préservait l'histoire de l'esclavage et de l'émancipation pour les jeunes générations n'ayant pas vécu cette époque. Elle raconta l'histoire de Jacob Ellis des centaines de fois, insistant toujours sur l'importance de garder espoir et de croire en des possibilités dépassant ce qui semblait rationnel. Sarah n'affirma jamais savoir exactement ce qui était arrivé à Jacob, mais elle insistait sur le fait que son histoire importait précisément parce qu'elle résistait aux explications simples et qu'elle poussait les auditeurs à élargir leur compréhension de ce qui était possible. La Grande Dépression apporta des difficultés économiques qui affectèrent particulièrement les communautés noires durant ces années difficiles. L'histoire de Jacob Ellis offrait un soutien spirituel aux personnes luttant contre la pauvreté et la discrimination. Elle leur rappelait que leurs ancêtres avaient affronté des circonstances encore plus difficiles et avaient trouvé des moyens de survivre avec dignité et créativité. Le récit suggérait que même dans les moments les plus sombres, lorsque tous les chemins conventionnels semblaient bloqués, de nouvelles possibilités pouvaient émerger pour ceux qui conservaient courage et vision. La Seconde Guerre mondiale bouleversa profondément la société américaine, notamment en accélérant la grande migration des Noirs du sud rural vers les villes du Nord et de l'Ouest. De nombreux descendants d'anciens esclaves des plantations de Louisiane s'installèrent à Chicago, Détroit, Los Angeles ou New York, emportant avec eux les histoires de leur famille. Le récit de Jacob Ellis voyagea vers le nord et l'ouest avec ses migrations, s'adaptant à de nouveaux contextes urbains tout en conservant ses éléments essentiels. Dans les appartements des villes et les salles de repos des usines, les gens racontaient l'histoire de l'homme disparu lorsque les barils bougeaient d'eux-mêmes, utilisant ce récit pour maintenir un lien avec leurs racines du Sud et se souvenir des luttes surmontées par leurs ancêtres. Le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960 créa un nouveau contexte pour comprendre les histoires de résistance de l'époque de l'esclavage. Les activistes, à la recherche d'inspiration historique, trouvèrent dans le récit de la disparition de Jacob Ellis la preuve que les esclaves n'avaient jamais accepté passivement leurs conditions, mais avaient résisté de multiples manières, tant pratiques que spirituelles. L'histoire apparut dans les discours et écrits des leaders des droits civiques, souvent présentée comme une allégorie du type de changement transformateur que le mouvement cherchait à réaliser. Tout comme Jacob avait franchi des barrières impossibles, le mouvement visait à briser les barrières de la ségrégation et de la discrimination, qui semblaient également insurmontables.
Un jeune historien nommé Marcus Williams, descendant de Benjamin sur plusieurs générations, rédigea sa thèse de doctorat en 1967 sur le folklore surnaturel dans la culture afro-américaine pendant l'esclavage. Il consacra un chapitre entier à l'histoire de Jacob Ellis, analysant son évolution sur plus d'un siècle et explorant la manière dont différentes communautés avaient interprété et utilisé le récit à diverses fins. Les recherches de Marcus le conduisirent dans des archives de toute la Louisiane et au-delà, rassemblant des fragments de documents et de témoignages oraux pour créer le compte-rendu le plus complet de l'histoire jamais assemblée. Ce que Marcus découvrit le fascinait. Il constata que l'histoire n'avait jamais été statique, jamais figée dans une version unique. Au contraire, elle avait continuellement évolué, chaque génération ajoutant de nouveaux éléments tout en préservant les thèmes centraux. Certaines versions mettaient l'accent sur les aspects surnaturels, présentant Jacob comme un homme doté de pouvoirs magiques véritables. D'autres minimisaient ces éléments, le présentant comme un homme rusé utilisant la confusion et la diversion pour couvrir une fuite conventionnelle. Quelques versions intégraient des thèmes chrétiens, interprétant l'événement comme une intervention divine. D'autres encore le reliaient aux traditions spirituelles africaines, le présentant comme un exemple des pouvoirs ancestraux se manifestant pour protéger leurs descendants. Marcus conclut que cette multiplicité d'interprétations n'était pas une faiblesse, mais une force. La flexibilité de l'histoire lui permettait de rester pertinente à travers des époques et des contextes changeants, offrant à chaque communauté ce dont elle avait besoin. Pour les esclaves des années 1840, elle offrait l'espoir que la servitude n'était pas absolue. Pour leurs descendants dans les années 1870, elle validait leur survie et leur résilience. Pour se confronter à l'oppression des lois Jim Crow au début des années 1900, elle rappelait la force de leurs ancêtres. Pour les militants des droits civiques dans les années 1960, elle symbolisait la possibilité d'un changement transformateur. L'histoire vivait parce qu'elle pouvait s'adapter tout en conservant sa vérité essentielle sur la dignité humaine, la résistance et le refus d'accepter l'injustice. La thèse de Marcus fut ensuite publiée sous forme de livre, présentant l'histoire de Jacob Ellis à un public académique qui n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de la découvrir autrement. Le livre suscita des discussions sur la manière d'étudier et d'interpréter correctement le folklore, sur l'équilibre entre le respect des traditions orales et la rigueur scientifique, et sur la reconnaissance que les histoires répondant à des besoins spirituels et émotionnels pouvaient être tout aussi vraies et précieuses que celles pouvant être prouvées par des documents. La fin du XX siècle apporta de nouvelles technologies qui modifièrent la manière dont les histoires étaient préservées et transmises. Les enregistrements audio et vidéo capturèrent des personnes âgées racontant les souvenirs des histoires que leurs parents et grands-parents leur avaient transmises sur l'époque de l'esclavage. Plusieurs de ces enregistrements comprenaient des versions de l'histoire de Jacob Ellis, préservant non seulement les mots, mais aussi les voix, les rythmes de la parole et les nuances émotionnelles que les textes écrits ne pouvaient entièrement rendre. Ces enregistrements devinrent des ressources précieuses pour les chercheurs et les membres de famille, offrant des liens directs avec ceux qui avaient maintenu les traditions orales à travers les générations. Jennifer Washington, descendante de Moses et auteure sur l'histoire de Jacob au début du XX siècle, découvrit l'un de ses enregistrements dans les archives d'une université de Louisiane. L'enregistrement présentait sa grande-tante, une femme décédée en 1973, racontant l'histoire exactement comme elle l'avait apprise de Moses lui-même. Entendre la voix de sa tante prononcer ces mots familiers créa un puissant sentiment de connexion à travers le temps. Jennifer eut l'impression que l'histoire existait simultanément dans plusieurs dimensions. Les événements de 1842, les innombrables retransmissions à travers les générations, la préservation dans les enregistrements et les livres, et la pertinence continue pour les luttes contemporaines pour la justice et la dignité. Le livre de Jennifer sur Jacob Ellis incluait une discussion approfondie sur la manière dont l'histoire avait été utilisée, interprétée et transformée sur plus de 150 ans. Elle affirmait que la longévité du récit démontrait quelque chose d'important sur la nature humaine et la mémoire culturelle. Les gens avaient besoin d'histoires qui les aidaient à comprendre la souffrance et l'injustice, qui fournissaient des cadres pour comprendre la résistance et la survie, et qui suggéraient des possibilités au-delà de ce que les structures de pouvoir dominantes prétendaient possible. La disparition de Jacob Ellis, qu'elle soit littérale ou métaphorique, surnaturelle ou habilement orchestrée, répondait à ces besoins à travers les générations. Le livre trouva des lecteurs bien au-delà de la Louisiane, atteignant des personnes dans le monde entier qui voyaient des parallèles avec l'expérience de l'esclavage américain et d'autres formes d'oppression et de résistance. Des chercheurs en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique latine et ailleurs trouvèrent un écho dans l'histoire d'un homme qui refusait d'accepter sa servitude et qui trouva un chemin vers la liberté par des moyens mystérieux. Le récit devint partie intégrante des conversations mondiales sur l'esclavage, la résistance, la mémoire et le pouvoir de la narration pour préserver la dignité et l'espoir dans des circonstances terribles.